Je suis Anna Flore. Il y a quelques jours, j'étais assise dans une salle de conférence lambrissée et silencieuse du centre-ville, quand ma belle-mère s'est levée pour annoncer que mon père m'avait déshéritée. Elle l'a fait avec ce sourire calme et calculé qu'elle avait perfectionné au fil des ans, comme si elle annonçait une triste nouvelle, mais nécessaire. L'avocat, James, s'est simplement adossé à sa chaise et l'a laissé terminer. Puis il a pris son ordinateur portable, a cliqué une fois, et un fichier s'est ouvert à l'écran, portant simplement la mention « Si Diane parle en premier ». À cet instant, l'atmosphère a changé. Je l'ai senti dans ma poitrine avant même de le comprendre. Mon père m'avait laissé quelque chose dont elle ignorait l'existence. Pas de l'argent, pas la maison, quelque chose de plus tranchant, une arme silencieuse forgée en secret pendant que nous le croyions en train de s'éteindre. J'ai passé les 15 dernières années à croire que je l'avais perdu petit à petit, un appel sans réponse, une visite annulée, une fête où mon invitation n'était jamais arrivée. J'ai porté le poids de cette distance comme un échec personnel. Peut-être n'avais-je pas assez essayé. Peut-être étais-je trop occupée à construire ma propre vie. Peut-être était-ce ma faute. Mais assise là, à observer le petit sourire entendu de James, je compris que ce n'était pas à moi de porter ce fardeau. Mon père avait bâti les propriétés Flore à partir de rien. Calme, méthodique, toujours prévoyant. Il avait rencontré ma mère alors qu'ils avaient à peine 20 ans, l'avait épousée à la mairie par un après-midi pluvieux et lui avait promis une maison sur une colline, avec de grandes fenêtres et un jardin. Ils avaient trouvé cette maison de style craftsman sur Ridgeview Lane quand j'avais 4 ans. J'ai grandi en courant dans ces larges couloirs, me cachant sous le piano à queue pendant qu'elle jouait. Après sa mort, soudaine et injuste, alors que j'avais 8 ans, la maison devint silencieuse. Le piano s'est tu, le jardin s'est fané, et puis, quelques années plus tard, ma belle-mère est arrivée. Diane était élégante, organisée, le genre de femme qui se souvenait des noms et envoyait des cartes de remerciement le jour même. Mon père disait qu'elle avait ramené la lumière dans la maison. J'étais trop jeune pour comprendre que la lumière qu'elle dégageait avait une tonalité bien particulière, une tonalité qui la transformait. Elle n'a rien jeté du jour au lendemain. C'était progressif. Les partitions de ma mère ont disparu du banc du piano. Les photos encadrées sur la cheminée ont été remplacées par des œuvres au ton neutre. Le jardin a été repensé avec des lignes épurées et des conifères faciles d'entretien. Ma chambre est restée la mienne jusqu'à ce qu'elle devienne peu à peu une chambre d'amis. Elle a dit, j'ai appris à moins venir, à moins appeler, à avoir moins besoin de quelque chose. Quand je suis partie à l'université, la maison de Ridgeview Lane me semblait être un endroit où j'avais déjà vécu. Et mon père, il était toujours en réunion, en déplacement professionnel, ou en train de se reposer. Je me disais qu'il faisait son deuil à sa manière. Je me disais que je lui laissais de l'espace. Je me répétais des tas de choses pour éviter que la culpabilité ne me submerge. Quand le cancer est arrivé, je me suis battue pour le voir. Mais à ce moment-là, les murs étaient trop hauts. Diane contrôlait l'emploi du temps, les visites, les nouvelles. Je ne l'ai vue qu'une poignée de fois vers la fin. Chaque visite était une intrusion. La dernière fois, il m'a serré la main et m'a murmuré « Je suis fière de toi, Anna. Souviens-toi toujours de ça. » J'ai cru que c'était un adieu. J'ignorais que c'était aussi une promesse. Maintenant, dans la salle de conférence de James, tandis que la pluie tambourinait aux vitres et que la voix de ma belle-mère résonnait encore de son petit discours triomphant, j'ai compris. Mon père n'avait pas faibli. Il avait attendu. Et quoi que ce soit dans ce dossier que James venait d'ouvrir, c'était pour moi. Cet après-midi-là, dans le bureau de James, ma belle-mère a posé ses papiers sur la table en acajou comme si elle présentait un accord conclu. Elle avait attendu que tout le monde soit assis, sa sœur d'un côté, 2 cousins que je reconnaissais à peine de l'autre, avant de se lever. Sa voix était posée, presque douce, comme toujours lorsqu'elle délivrait quelque chose de percutant. « J'ai un document ici », a-t-elle dit, signé et contresigné quelques mois avant le décès de Richard. Il reflète ses dernières volontés plus fidèlement que la version précédente que nous allons entendre. Elle a fait glisser les pages vers James. Il les a prises sans un mot, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Je n'avais pas besoin de voir le reste. Je voulais connaître les détails de leurs propos. Elle avait passé des années à me dépeindre comme la fille qui s'était éloignée, qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille, qui venait rarement, qui était aux abonnés absents quand c'était le plus important, et maintenant, apparemment, mon père était d'accord. Le silence régnait dans la pièce,
hormis le léger bruissement des pages et le bruit de la pluie dehors. Je gardais les mains jointes sur mes genoux, les jointures serrées autour du vide. J'avais appris depuis longtemps à ne pas lui donner la réaction qu'elle attendait. James posa les papiers. « Intéressant, dit-il. Juste ce mot. » Ma belle-mère esquissa un petit sourire compatissant, comme pour dire « Je suis désolée que l'on en soit arrivé là. » J'ai failli rire. Presque. Car ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 2 ans plus tôt, mon père m'avait rejointe pour un café dans une petite boutique du centre-ville. Pas de chauffeur, pas d'assistant, juste lui, dans son manteau de laine, plus maigre que dans mon souvenir, me glissant une simple enveloppe blanche dans les mains. « Donne ça à Paul Grayson le moment venu, m'avait-il dit. Mon parrain, son plus vieil ami. Seulement quand le moment est venu. Promets-le-moi, Anna. » Je l'avais promis. Je n'avais pas compris alors. Je comprenais maintenant. De retour dans la salle de conférence, James ferma le dossier contenant le document de ma belle-mère. « Nous réglerons cela en temps voulu, » dit-il calmement. Puis il rouvrit son ordinateur portable, le tourna légèrement pour que nous puissions tous voir l'écran et cliqua sur le fichier intitulé « Si Diane parle en premier ». L'enregistrement commença. C'était d'abord la voix de mon père, calme, fatiguée, mais indubitablement la sienne. Il parlait à quelqu'un au téléphone, puis sa voix se fit entendre, claire et froide. « Assurez-vous que ce soit hermétique. J'ai trop attendu que cette fille obtienne un sou qu'elle n'a pas gagné. » Un autre extrait. Encore elle, cette fois à sa sœur. Il devient sentimental dans sa faiblesse. Nous devons agir avant qu'il ne change quoi que ce soit. Un dernier. Celui-ci était récent. Elle pense qu'elle peut simplement débarquer à la fin et jouer la fille en deuil. Pas après tout ce que j'ai fait. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le visage de ma belle-mère ne changea pas tout de suite. Elle était trop habituée. Mais je vis la couleur se retirer lentement de ses joues. Je vis ses doigts se crisper sur le bord de la table. James a mis l'enregistrement en pause. « Il y en a d'autres, » dit-il doucement. « Beaucoup d'autres. Votre père a commencé à tout consigner il y a plusieurs années. Chaque instruction donnée au personnel concernant les appels et les visites de mon client. Chaque message supprimé, chaque absence excusée. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Je regardais alors ma belle-mère. Je la regardais vraiment. Pendant 15 ans, elle avait construit une histoire où c'était moi qui avais disparu. Et pendant 15 ans, j'avais porté cette histoire comme un fardeau. Mais ce n'était pas mon histoire, après tout. C'était la sienne. Et mon père avait passé ces dernières années à s'assurer que la vérité lui survivrait. Plus tard dans la soirée, une fois le bureau vidé et la pluie retombée en une fine bruine, je pris la voiture pour aller chez mon parrain, à la périphérie de la ville. Paul Grayson attendait mon appel. Il ouvrit la porte sans un mot, me tendit une tasse de café et me conduisit à son bureau. Il avait vieilli depuis les funérailles, les rides étaient plus profondes autour de ses yeux, ses épaules un peu plus voûtées, mais sa voix était assurée lorsqu'il dit « Votre père vous a laissé ceci ». Il savait qu'elle tenterait quelque chose comme ça. L'enveloppe était scellée, mon nom écrit de sa main, de son écriture familière. Assise dans le fauteuil en cuir usé, la tasse chaude entre mes paumes, je brisai le seau. Ma très chère Anna, si tu lis ces lignes, je suis partie. Et Diane est passée à l'acte. Pardonne-moi pour le silence de ces dernières années. Pour t'avoir laissé croire que je t'avais oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour. Je savais ce qu'elle faisait. Les appels bloqués, les invitations perdues, la façon dont elle avait transformé ma maison en forteresse, dont elle était la gardienne. J'ai laissé faire, car la combattre ouvertement aurait signifié la guerre, et elle t'aurait utilisé comme champ de bataille. Elle t'avait trop profondément enserré dans ses filets. Des menaces pesaient sur ton travail, ta réputation. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors, j'ai joué le jeu, j'ai fait semblant d'être le vieil homme fatigué qu'elle voulait que je sois. Et pendant qu'elle pensait gagner, j'ai construit quelque chose pour toi. Le testament, la confiance, tout y est. James a tous les détails. Tout y est lié. Tu hérites de la maison, de l'entreprise, de la vie qu'elle a essayé de te voler. Et si elle se bat, elle perd tout. J'en ai la preuve. Des années durant. Je suis désolée de ne pas avoir été le père dont tu avais besoin à ces moments-là.
Celui qui répondait au téléphone ou qui se présentait à ta porte. Mais chaque jour, je l'ai supporté. C'était pour te protéger. Pour te donner tout mon amour, pour toujours, papa. Les mots se brouillaient. J'ai posé la tasse avant que mes mains ne tremblent trop. Paul a attendu en silence que je puisse reprendre mon souffle. Il est venu me voir il y a 3 ans. Paul m'a finalement tout dit. Comment elle filtrait ses emails, effaçait tes messages, comment elle lui avait murmuré des doutes à l'oreille, le faisant douter de tes sentiments, mais il n'y a jamais cru. Pas vraiment. Était recueilli dans les règles. Son avocat murmura quelque chose d'urgent. Elle secoua la tête. James fit glisser un autre document sur la table. Vous pouvez accepter les 30% versés progressivement, à condition de vous tenir à distance d'Anna et de l'entreprise, ou vous pouvez contester et tout sera rendu public. Je pris la parole pour la première fois. Ma voix était assurée. J'avais attendu ce moment pendant des années, mais ce n'était pas un triomphe. C'était comme un soupir de soulagement. Vous avez passé 15 ans à me faire douter de moi, dis-je, à faire croire au monde entier que je m'en étais sorti. Mais mon père n'y a jamais cru. Il a juste attendu et il a gagné. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Pour la première fois, j'ai aperçu une lueur derrière son calme apparent. Pas vraiment du regret, plutôt une prise de conscience. Peut-être que la partie était terminée. Son avocat a demandé un délai pour tout examiner. James leur a accordé 72 heures. Ils sont partis sans un mot de plus. Je suis restée assise sur la chaise après que la porte se soit refermée, fixant les documents de fiducie. La maison, l'entreprise, mon nom noir sur blanc, exactement là où mon père le voulait. Il avait bâti tout cela discrètement, patiemment, la laissant croire qu'elle avait le contrôle. Chaque concession qu'il avait faite, chaque silence qu'il avait gardé, tout cela avait convergé vers ce moment, non pas pour la détruire, mais pour me protéger. Elle a pris les 30%. Pas de dispute publique. Plus d'enregistrements diffusés dans des salles stériles. Juste une signature discrète sur les documents d'acceptation quelques jours plus tard. Et puis elle est partie. Les déménageurs sont venus chercher ses affaires. On a changé les serrures. La maison de Ridgeview Lane a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant 15 ans. Je ne l'ai pas regardée partir. Je n'en avais pas besoin. La première nuit que j'y ai passée seule. La pluie avait cessé et l'air était pur. J'ai parcouru lentement la pièce vide, laissant ma main glisser le long des murs. Les estampes abstraites qu'elle avait accrochées étaient déjà décrochées, ne laissant que de vagues rectangles là où se trouvaient les photos de famille. Je ne me suis pas empressée de combler ces espaces. Certaines choses prennent du temps. Au sous-sol, derrière des cartons de décoration de Noël qu'elle n'avait jamais pris la peine d'utiliser, j'ai trouvé ce que mon père avait conservé. Le portrait de ma mère, soigneusement emballé dans du papier craft, intact. Les vieilles partitions empilées soigneusement à côté et le piano à queue, recouvert d'une housse mais intact, attendaient dans un coin du débarras. Je n'ai pas pleuré alors. Je suis restée là, à respirer le léger parfum de bois et de vieux vernis, sentant la maison se refermer autour de moi comme si elle reconnaissait mes pas. À l'étage, sur l'établi de son atelier, se trouvait la maquette, une miniature parfaite de la maison de Ridgeview Lane, construite au fil des décennies. Chaque détail était exact. La véranda qui faisait le tour de la maison, le grand chêne du jardin, même le coin lecture de mon ancienne chambre. Il avait ajouté des pièces petit à petit. Le jardin que ma mère adorait, la cabane dans l'arbre que nous avions imaginée mais jamais construite, l'extension de l'atelier que nous avions esquissé ensemble un après-midi pluvieux, quand j'avais 12 ans. Niché dans le minuscule salon se trouvait un piano encore plus petit. Sur la cheminée microscopique, des photos de famille microscopiques, et dans l'atelier de la maison miniature, une maquette encore plus petite encore, nichée dans d'autres rêves. Il avait laissé une punaise sur le toit. J'ai commencé ça l'année où ta mère nous a quittés. J'ai continué à l'agrandir chaque fois que vous me manquiez. Je pensais qu'un jour, peut-être, nous finirions le vrai ensemble. Maintenant, c'est à toi, tu peux le construire comme tu veux. Rends-le chaleureux à nouveau, Anna. Approprie-toi-le. J'ai porté la maquette à l'étage et l'ai posée sur la cheminée, là où la lumière des grandes fenêtres l'illumine l'après-midi. Puis j'ai ouvert les fenêtres, laissé entrer l'air frais et me suis assise au piano pour la première fois depuis des années. Mes doigts étaient raides, mais les touches me reconnaissaient encore. Des mois plus tard, le piano résonne avec assurance sous mes mains.
J'ai gardé les gens en qui mon père avait confiance, et laissé partir ceux qui n'étaient restés que par influence. La maison se remplit peu à peu. Les affaires de ma mère sont de retour. Une nouvelle peinture au ton doux. Le jardin reprend vie, avec des fleurs qui fleurissent au lieu de rester plantées au fond. Je ne pense pas souvent à ma belle-mère. Elle est loin, vivant d'un argent qui ne lui suffira jamais. L'épreuve reste scellée. Ultime pitié de mon père, sans doute. Ou ultime stratégie. Je pense plutôt à la façon dont l'amour peut ressembler à de l'absence alors qu'il n'est que patience. À la façon dont la force peut se cacher derrière un masque de faiblesse lorsqu'elle protège ce qui est précieux. Il a perdu toutes les petites batailles pour que je puisse gagner la seule qui comptait vraiment. Parfois, tard le soir, quand la maison est calme, je m'assieds avec un verre de vin et contemple cette miniature sur la cheminée. Je pense à l'homme qui l'a construite pièce par pièce, en secret, pendant toutes ces années de silence. Et je murmure la même chose à chaque fois. On l'a fait, papa. On est à la maison. Parfois, perdre tout ce qu'on croyait avoir perdu marque le début d'une nouvelle quête de soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain.